Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gentiment attaquer. Comme on a l'habitude de le faire, on remet un petit peu les règles du jeu de ce webinaire, comme on a l'habitude de le présenter et de le partager. Et ensuite, le lead revient donc aux deux présentateurs principaux, à savoir dans ce cas-là Olivier Bourquin et la doctoresse Piguet, pour traiter aujourd'hui du webinaire sur la périménopause et ménopause. Donc, très court, donc moi je travaille avec Olivier Bourquin, je m'appelle Arnaud Velti et aujourd'hui je vais être plus là dans le cadre un peu de modération de ce webinaire et je vais pouvoir épauler les deux présentateurs dans les sections questions, Q&R, etc. Ce qui se passera aussi, c'est que lors du webinaire, je poserai des questions dans le sondage auquel vous allez pouvoir participer et à travers lequel vous allez pouvoir aussi retourner et donner votre avis ou pouvoir aussi nous aiguiller sur certaines peut-être questions qui pourraient être intéressantes à soulever sur les participants aujourd'hui présents. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Je vais pouvoir donner maintenant la main à Olivier et à Claudine. Ils vont pouvoir se présenter les deux personnellement et on attaque droit derrière. Belle soirée à vous tous. Merci beaucoup Arnaud pour cette introduction. Bonsoir Claudie. Bonsoir. Ça fait vraiment plaisir de co-animer ce nouveau webinaire sur un sujet qui est fondamental finalement parce que on se rend compte que c'est ce qu'on a discuté aussi ensemble, c'est que à peu près 40% de la population féminine est en préménopause et ménopause, ce qui est assez énorme. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose là-dessus. Et donc, en quelques mots, moi, je suis nutritionniste, micronutritionniste, entraîneur d'élite suisse olympique. Je ne m'occupe pas que des sportifs d'élite. Ce que j'adore faire dans ma profession, c'est justement de m'occuper aussi bien de personnes sportives, non sportives, d'enfants, d'adultes, de personnes plus âgées. Et puis, dans ma consultation, à force, j'ai rencontré de plus en plus de femmes qui sont préménopausées, ménopausées, et je me suis vraiment intéressé à ce sujet parce qu'on se rend compte de la complexité. Puis en tant qu'homme, j'ai pu aussi me rendre compte que effectivement, c'est souvent un peu un tsunami qui se passe dans cette période de vie. Et puis, on s'est rencontrés à travers une consultation, Claudine, et puis on a discuté ensemble. Vous êtes comme spécialiste FMH en gynécologie et ménopause, et puis on pourrait presque dire que la préménopause et la ménopause, c'est devenu un peu vos violons dingues. Est-ce que vous voulez en rajouter, puis vous présenter? Bonsoir, alors voilà, moi je suis la doctoresse Mathilde Piquet, Claudie, je suis installée à Lausanne et j'ai fait ma formation partie ici en Suisse et à l'étranger. Et puis, je me suis spécialisée depuis maintenant 2 ans en ménopause. J'ai fait un parcours post-gradué à Paris, à l'hôpital Cochin, à la maternité Port-Royal avec le professeur Drouot pendant une année. C'était très intéressant. Donc, on a revu un peu en système toutes les problématiques de la femme ménopausée au-delà de 50 ans et préménopause. Et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à offrir à toutes ces femmes qui en souffrent et dont on parle peu quand même. C'est un sujet qui est quand même assez tabou, entre guillemets, mais qui commence à être un petit peu mis à jour. On en parle, on ose en parler. Surtout, ce qui est important pour moi, c'est que il y a beaucoup de choses à faire et il y a beaucoup de choses à repenser pour aider toute cette population de personnes qui en souffrent par rapport à, disons, plusieurs attitudes thérapeutiques dans la nutrition et dont d'autres encore, d'autres attitudes dont on pourra parler par la suite. Absolument. Merci Claudine et merci de nous recevoir dans ce magnifique cabinet sur Lausanne. Hein. On a une vue juste extraordinaire. Hein. Et si vous êtes d'accord, je vais revenir sur quelques chiffres et puis si vous pouvez revenir sur ça, me dire si je suis dans le juste, pas dans le juste. Et on va débuter là. Déjà, 51 ans, c'est l'âge moyen de la ménopause, c'est juste? Bon, les 51, 53. Et ça peut aller jusqu'à plus tard ou plus tôt. Hein. Il y a vraiment c'est une tranche fourchette
de 10 ans quand même. Après, ce que je trouve intéressant dans ce concept-là aussi, c'est surtout la ménopause, c'est un moment de bascule, mais il y a toute une étape avant qui peut durer quand même longtemps, jusqu'à 10 ans. C'est après ménopause. Et je pense que c'est surtout cette étape-là qui est intéressante à connaître parce que c'est vraiment une période longue et puis c'est une période de grand chaos pour la femme, du point de vue hormonal, du point de vue, on a beaucoup de points de vue même. Et c'est surtout cette période-là qui est importante à pouvoir décrire. Voilà. Après, je pense, intéressant à ce domaine-là, il y a la préménopause, la périménopause et la ménopause. La même chose. C'est la même Périménopause, c'est tout ce qu'il y a autour. Près, c'est avant. Post-ménopause, c'est après. Puis la ménopause, c'est l'état de passage d'une femme réglée à une femme qui a plus de menstruation, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un arrêt brutal d'hormones et de cycles. Voilà, on définit la ménopause comme 1 an sans règles égale la définition de la ménopause. Ok. Et d'après les chiffres que j'ai, 85% des femmes ménopausées présentent d'autres symptômes en dehors de l'arrêt des règles et 50% quand même prennent du poids. Alors, la ménopause, c'est vraiment un chaos quand même. Enfin, la préménopause même, c'est vraiment un chaos, je dirais, un chaos émotionnel, un chaos biologique, un chaos chimique, où c'est un peu le folklore des hormones. Et les symptômes, là, je lisais encore un livre d'une Australienne qui parlait de 250 symptômes décrits de la ménopause. Alors, bien sûr, la bouffée de chaleur, c'est un des plus grands qui pousse à consulter. Mais après, il y a aussi beaucoup la fatigue, il y a aussi les troubles de l'humeur, il y a les états dépressifs, il y a, on dit, de fog brain, ça veut dire vraiment le cerveau qui est très distrait. On a l'impression d'avoir un brouillard dans le cerveau. On a de la peine à se concentrer. Donc, pour des femmes qui ont des grandes, disons, qui ont des postes assez importants, c'est quand même une étape difficile parce que au niveau des fonctions, disons, cérébrales, ça change. Après, il y a bien sûr tout l'aspect physique avec évidemment une prise de poids. Il y a l'aspect biologique avec certains paramètres qui changent, les triglycérides, enfin, les répartitions des graisses qui sont un peu différentes. L'aspect aussi rhumatologique avec des douleurs. Enfin, on peut revoir tous les systèmes et dans chaque système, on trouve quelque chose qui change. Et puis après, il y a aussi quelque chose qui moi, pour lequel on consulte quand même souvent, c'est aussi par rapport aux relations sexuelles, à la sexualité, parce que la sexualité de la femme ménopausée, c'est quelque chose qui est important quand même pour elle, pour le couple. Et je pense qu'à ce moment-là, c'est pas aussi une espèce de tournant charnière dans l'étape du couple et de la femme par rapport à ça. Donc, ça touche vraiment tous les systèmes et toutes les fonctions vitales de la femme ménopausée. Voilà. D'ailleurs, à ce propos, justement, le rappel du rôle des oestrogènes, si on parle de tonicité de la peau, des muscles et des tissus. Et quand on parle de tissus, on va parler de tous les tissus. Alors, si on veut décrire un peu cette ménopause, c'est comme s'il y a un dérèglement hormonal qui fait que depuis l'adolescence, où tous les axes hormonaux se mettent en place, jusqu'à la ménopause où les axes hormonaux des hormones sexuelles s'arrêtent, c'est sûr que le changement est fondamental et touche tous les systèmes. Alors moi, des fois, je compare, on va donner un exemple à une patiente, je dis, mais c'est comme un arbre ou une plante, on la nourrit pendant 20, 25 ans, 30 ans, puis à 50 ans, tout d'un coup, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. Alors voilà, donc après, je pense que c'est important de se dire qu'il y a des potentiels de trouver d'autres choses que de l'eau. Il y a d'autres choses, et puis qu'on peut vraiment trouver des voies pour pouvoir, disons, retrouver une autre qualité de vie différente, avec une prise de conscience. Bien sûr, ça ne sera jamais la même, mais il y a plein de solutions qu'on peut offrir, et que, comme je dis aussi, que la ménopause, pour moi, c'est un peu l'adolescence du deuxième âge, en fait. Parce qu'il y a un changement hormonal radical qui fait que tout bascule, mais pas forcément en mal. Il y a aussi des choses très bien. Heureusement. Ouais. Et si on parle toujours des oestrogènes, il y a toujours cette liaison aussi avec la perte
de masse osseuse. Hein. C'est quand même aussi quelque chose d'important dont il faut parler. Alors ça, c'est très important parce qu'au fait, c'est ce qu'on disait quand on s'est recroisés, c'est que l'espérance de vie des femmes aujourd'hui, elle double. Une femme aujourd'hui, elle vit largement jusqu'à 80, 90, 95 ans. Enfin, je veux dire, ça a nettement doublé. Donc, ça veut dire qu'elle passe presque la moitié de sa vie en ménopause, hein, pour autant espérer qu'elle soit en bonne santé puis qu'elle puisse vivre longtemps. Et si on met une ménopause à 50 ans et que la femme vit jusqu'à 90 ans, ça lui fait 40 ans de vie en ménopause, 40 ans de vie sans hormones, 40 ans de vie à substituer. Et c'est vrai que l'os, qui est quand même une structure qui est énormément dépendante des œstrogènes, est en carence. Et à partir de la ménopause, on voit une déminéralisation de l'os qui se fait, c'est-à-dire que tout l'os perd un petit peu sa constituante, dont l'intérêt de substituer le calcium par rapport à l'os et la vitamine D. Mais effectivement, l'ostéoporose, parce qu'il faut dire ce qu'il y a, il y a l'ostéopénie, qui est le premier stade où on déminéralise l'os, et l'ostéoporose, où vraiment la formation de l'os est beaucoup moindre que la destruction, qui fait que le problème, c'est les gros risques fracturaires, avec des fractures très, très fréquents chez les femmes ostéoporotiques, au niveau des poignets, par rapport à des petites chutes, toutes simples, une petite chute à domicile, une fracture du poignet, une petite chute quelconque aussi dans la rue ou n'importe où, en sortant de son lit, peut faire des fractures de hanches, aussi des fractures du bassin et des hanches. Donc voilà, c'est quelque chose. Et aussi toute l'importance de l'activité physique, hein, on va y revenir, avec ce garder de la bonne masse musculaire et d'avoir aussi une activité physique, mais qui est liée vraiment aux muscles. Et ça, c'est aussi tout ce qui est aux impacts qui vont renforcer les os. Et très souvent, c'est vrai que il y a cette sédentarité qui est vraiment trop importante dans notre population. Et puis, quand on se sent pas très bien dans son corps, dans sa peau, eh bien, on risque de bouger encore moins. Ça devient assez vicieux. Ça, c'est vrai. Donc après, c'est vrai que je pense que l'activité physique, de toute façon, je dis toujours l'activité physique en soi, elle est bonne toujours, hein, qu'on soit plus jeune, moins jeune. Mais c'est vrai qu'elle devient difficile parce qu'il faut être beaucoup plus motivé. Alors après, je pense que je dis toujours, il n'y a pas besoin de faire l'Everest pour faire de l'activité physique. On peut faire des marches, prendre plutôt les escaliers avec l'ascenseur. Enfin, essayer tous les jours de faire des marches, des activités, de bouger, de pas rester sédentaire sur sa chaise. Et puis, du fitness, bien sûr. Après, il y a plein d'autres sports. Mais pour la prévention de l'os et pour la prévention de la déminéralisation de l'os, les spécialistes proposent quand même de faire des poids, beaucoup de poids. C'est-à-dire pas forcément devenir un bodybuilder, mais un petit peu. Et puis la deuxième chose, c'est des sports avec impact. Donc le sport avec impact, c'est la course à pied, pour autant qu'on ait un physique et pas de troubles osso-articulaires sous-jacents. Donc ça, c'est par rapport au sport. Après, par rapport à la qualité de vie, de l'hygiène de vie et la ménopause, je pense que là, il faut vraiment prendre conscience que l'hygiène de vie est très, très importante, bien plus qu'une période d'adolescence. Une adolescente, elle peut manger ce qu'elle veut, elle fait ce qu'elle veut. Là, je pense qu'à la ménopause, il faut avoir une alimentation extrêmement saine et équilibrée. Alors, des fois, c'est un petit peu rébarbatif, ça, c'est sûr. Ça, c'est clair qu'on va revenir là-dessus. C'est quand même plus que important. Et c'est vrai qu'on a moins le droit à l'erreur dans cette période-là de la vie. Ça, c'est certain. Les fameux jokers, il y en a moins. Et puis après, c'est sûr que l'activité physique, moi, je pense qu'elle fait du bien toujours, comme je disais avant, c'est-à-dire que c'est une sécrétion d'endorphine qui fait qu'on est bien, on se sent bien dans sa peau, donc ça aide quand même beaucoup au bien-être et surtout par rapport à la musculation et par rapport à l'os. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très important par rapport à... Mais aussi toujours par rapport à ça, par rapport finalement aux oestrogènes, à la progestérone, il y a tout ce côté aussi inflammatoire. Et on entend souvent des femmes qui ont des souffrances vraiment, des douleurs qui sont assez importantes. Et si on a des douleurs, ça donne aussi encore moins envie de faire du sport.
Alors là, bien entendu, la nutrition, la micronutrition, on peut avoir aussi une alimentation qui sera plus anti-inflammatoire ou plus pro-inflammatoire. Mais ce problème hormonal, il joue un rôle sur l'inflammation. Oui, d'ailleurs, dans la liste, les nombreux symptômes évoqués par une de mes consoeurs australiennes, elle parlait vraiment du problème rhumatismaux. Et je pense que c'est vrai qu'avant d'envoyer. Alors, je pense que c'est bien de prendre en conscience que les problèmes rhumatismaux peuvent être des problèmes rhumatismaux en soi, mais peuvent être effectivement aussi liés à une carence en œstrogène, et que des fois, juste de resituer un petit peu, redoser, de redonner un tout petit peu d'œstrogène peut vraiment aider dans cette thérapeutique-là. Et puis, ce que moi j'entends très souvent dans ma consultation en nutrition, c'est cette fameuse répartition des graisses qui n'est plus la même, et cette frustration de la femme de voir son corps véritablement changer. On sait que l'homme, aussi, ça, il change après 45-50 ans. Chez une femme, c'est souvent encore plus fort, plus visible, et souvent elle le vit quand même pas très bien. Cette répartition des graisses qui n'est plus la même. Alors, c'est sûr que le métabolisme des graisses change avec la ménopause, avec l'âge, et surtout avec la ménopause, par rapport à cette déficience, cet arrêt des œstrogènes. On parle de chose qui est assez caractéristique, on parle du pneu. C'est horrible de dire ça, mais le pneu, c'est pas le pneu Michelin, mais c'est le pneu. Je crois que ça veut assez dire. Il y a des femmes qui l'ont, vont assez reconnaître que c'est effectivement comme un espèce de bourrelet, un petit peu à forme androgyne autour de la taille, même si elles ont été minces, avec des tailles de guêpe. C'est quelque chose qui est très difficile à éviter et qui fait partie de la modification de la distribution des graisses au niveau corporel. Alors voilà, après on peut faire plein de gyms, plein de choses. Je pense qu'il y a aussi une part d'acceptation de cette morphologie qui change, de ce corps qui change, qui est parfois difficile pour certaines femmes et qui peut l'être un peu moins suivant le partenaire avec qui elle est aussi, qui peut aider à travers ce passage-là, quand même en étant extrêmement valorisant et en étant extrêmement présent par rapport à ce tsunami personnel quand même. Je pense que ça c'est très intéressant ce que vous dites, Pauline, parce que nous, les hommes, on n'est pas formés là-dessus. Mais personne. Ouais, on est d'accord. Mais en lisant ça, on comprend mieux quand même des fois certains comportements qui peuvent pour nous paraître un peu bizarres. Ouais. Moi, j'ai beaucoup appris en m'intéressant plus à ces problématiques, et je pense que on l'a dit avant Arnaud, c'est bien que certains hommes aussi s'y intéressent parce que ça permettra d'être en tout cas empathique par rapport à ça, et par rapport aux partenaires. Je pense que c'est bien qu'ils comprennent ce qui se passe vraiment au niveau hormonal. Ça, c'est certain. Après, si on revient toujours comme sur ces fameuses hormones comme la progestérone, là, moi, j'ai vu aussi qu'elle facilite l'action de la thyroïde. Et puis, on a quand même beaucoup de gens qui sont hypothyroïdies de plus en plus, donc ça va diminuer le métabolisme ou les métabolismes. Ça, on le retrouve régulièrement dans les bilans, ce problème de thyroïde. Ouais, dans le bilan, moi, je fais toujours un bilan général complet à jeun. Et je regarde évidemment les hormones thyroïdiennes pour voir. Après, je ne pense pas que c'est la ménopause que je trouve de pathologie au niveau thyroïdien. C'est beaucoup plus pendant à la grossesse. Donc là, je ne peux pas vraiment me proposer. Mais c'est vrai que souvent, les femmes, elles sont déjà substituées avant. Ce n'est pas forcément à la ménopause qu'elles décompensent ou qu'elles deviennent hyperthyroïdiennes. Et puis, si on revient sur la progestérone, il y a quelque chose, on a parlé avant le préambule, c'est aussi tout ce qui est lié à la libido. Et là, on entend quand même très souvent les femmes qui ont, on va se dire, moi, j'ai plus de libido. Ouais. Voilà, ça, c'est un peu le problème. Effectivement, ça peut être un problème. C'est un petit peu, disons, c'est un peu général. Il y a la baisse des œstrogènes toujours aussi. C'est surtout les œstrogènes qui font qu'il y a une morphologie et puis des organes sexuels féminins qui deviennent atrophiques, ça devient de la sécheresse vaginale, les rapports ne sont pas du tout agréables. Donc, c'est un peu une espèce de boule de neige où finalement, moins
on se côtoie moins, les rapports sexuels sont là, et puis ça crée une espèce de d'évitement du partenaire, des deux partenaires, et c'est vrai que ça peut être compliqué. Et je pense que c'est vraiment biologique, chimique. Après, c'est sûr que je ne vais pas le dire, mais avec un nouveau partenaire, souvent les choses sont beaucoup plus étincelantes, hein. Mais voilà, je pense qu'il vaut mieux substituer sa même rose que substituer le partenaire, ça c'est sûr, quoi. Mais quoi que voilà, chacun fait comme il veut. Et puis, indépendamment de ça, je pense qu'il y a comme je disais, il y a plein. Alors, la substitution hormonale, moi, je suis quand même très pour. En France, dans le diplôme post-gradué que j'ai fait, ils sont très pour aussi. Les milieux scientifiques sont très pour, malgré des mauvaises informations qui ont été publiées aux femmes en disant que c'était hyper dangereux, que c'était compliqué et tout. Les hormones, je pense que ça aide. Les hormones locales, ça aide par rapport à la libido, ça aide par rapport à la sexualité, comme je disais avant. Et puis après, il y a d'autres choses aussi dans le laser vaginal, dont on parlera peut-être après. On peut en parler. Ah, voilà. Donc, c'est une nouvelle technique que moi, je vais investir aussi pour avoir ça ici. C'est-à-dire qu'on propose des lasers vaginaux. C'est encore controversé, mais moi, j'ai eu quand même des retours de collègues qui ont fait ça, de patients qui ont eu ça. Et puis, c'est assez positif. En mettant, disons, un laser au niveau vaginal, on provoque des lésions de la muqueuse du vagin qui fait qu'il y a un apport vasculaire à de nouveaux vaisseaux. Qui dit nouveaux vaisseaux dit nouveaux nutriments pour ce tissu qui est un petit peu sec et abîmé. Et le fait qu'il y ait des nouveaux apports fait que le tissu retrouve un peu d'élasticité et on espère, disons, sa fonction sexuelle aussi. Voilà. Donc, très bien. Donc, ça, ce sera aussi quelque chose par rapport aussi à cette consultation que vous proposez qui va venir dans les prochaines semaines, c'est ça? Oui. Après, on voit aussi que très souvent, ça impacte le cortisol. Alors, moi, j'ai ma fameuse machine multiscan mesure le cortisol. Ça, c'est quelque chose que vous faites mesurer ou pas forcément? Alors, moi, le cortisol, je ne le mesure pas. Oui. Moi. Alors, moi, c'est les symptômes cliniques qui fait qu'on devrait aller le chercher. Ouais. Ça, moi, je trouve très intéressant aussi parce que ça, c'est quelque chose que je mesure depuis des années. Et on pense toujours que finalement, on produit trop de cortisol, mais c'est comme l'insuline, si à force de trop produire de cortisol, on l'épuise. Et un épuisement de cortisol n'est pas bon non plus. Donc, si on produit trop de cortisol, on aura un problème lié à l'insuline. Et puis, à un moment donné, si on ne produit plus assez de cortisol, ça amène une fatigue générale et tout le métabolisme va être aussi diminué. Donc, ça va aussi jouer un rôle. Et de nouveau, là, on revient sur l'aspect lié au stress. Alors, dans votre consultation, je pense que vous entendez quand même beaucoup de femmes qui sont stressées avec cette préménopause, ménopause. Extrêmement stressé, c'est extrêmement stressant, c'est extrêmement déstabilisant. Moi, j'ai des personnes qui m'ont dit, j'ai l'impression que je deviens folle, en fait. Après, qu'est-ce que ça veut dire devenir folle? Mais c'est vrai qu'elles sentaient qu'il y avait quelque chose dans leur propre corps et mental qui avait plus, ça jouait plus, il y avait un problème. Alors, c'est extrêmement stressant de ne pas se reconnaître, en fait, de ne pas se retrouver. Et puis, je pense que là, il y a une part de grande réassurance. Moi, je rassure beaucoup mes patients sur ces passages, que ça va changer, qu'il va falloir s'habituer à certaines choses, mais surtout d'être rassuré parce que vraiment, ça peut être très, très anxiogène. Oui, et ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'avant, les femmes faisaient aussi des enfants plus jeunes. Donc, elles arrivaient à la ménopause avec leurs enfants, on va dire, qui étaient peut-être même hors de la maison. Maintenant, elles peuvent se retrouver dans une génération un peu sandwich avec leurs enfants, même si ce n'est pas des drogués qui sont toujours là, il faut toujours les éduquer, etc. Plus devoir s'occuper de leurs parents, plus leur mari, etc. Donc, ça commence à faire quand même un peu beaucoup, avec en plus tous ces changements. Je sais pas si... Oui, alors moi, si je peux dire, c'est quelque chose que je pense, c'est que je trouve qu'il y a une surcharge mentale pour les femmes aujourd'hui énorme. Ouais. Énorme. Parce que non seulement elles doivent être mères,
donc ça, elles l'ont été, mais maintenant, en plus, elles doivent être professionnelles. C'est-à-dire qu'elles doivent être indépendantes, elles doivent gagner leur vie, elles doivent faire de super jobs, elles doivent être parfaites, elles doivent être belles, elles doivent être minces. Elles doivent être quoi? Elles n'en peuvent plus. Alors, si elles ont encore un mari dont elles doivent s'occuper, qui suit pas et qui aide pas, ça, c'est vraiment problématique. Mais bon. Moi, je pense que pour les femmes, il y a trop. Après, une possibilité, elles en veulent trop, on leur demande trop, mais c'est vrai qu'elles ont double. Non seulement maintenant, elles doivent en plus, parce qu'elles travaillent toutes, et je pense que ça va pas changer. Les femmes aujourd'hui, elles veulent travailler, elles doivent travailler, enfin, c'est bien qu'elles travaillent, je pense qu'intellectuellement, déjà financièrement et intellectuellement, ça les remplit. Et puis la deuxième chose, je pense que c'est là aussi où le partenaire peut aider. C'est-à-dire qu'il peut aider à alléger, et c'est ce que font, je crois, les jeunes. Moi, je vois les jeunes hommes maintenant, on allège beaucoup la famille, la charge familiale, la charge des courses, la charge de la maison, du domestique et tout. Et je trouve que c'est comme ça que finalement on va vers un équilibre, j'espère, hein, je le souhaite à tout le monde d'ailleurs, où les femmes ne sont pas sacrifiées. Oui, ça c'est peut-être le bon terme, mais est-ce que, alors, question un peu provocatrice, est-ce que finalement, maintenant, la femme ne fait pas des enfants un peu trop tard? Alors, si je me dis, bah oui, elle fait les enfants trop tard, enfin trop tard, je sais pas si c'est trop tard, mais je veux dire, avant, l'enfant, il vient quand on lui fait la place, hein, aujourd'hui. Donc nous, aujourd'hui, avec tous les moyens de contraception, c'est sûr qu'on décide plus, on décide en fait quand on veut avoir ses grossesses ou pas. Et puis, il y a quand même un élément fondamental, une dimension qui est absolument fondamentale pour la femme aujourd'hui, c'est que elle veut travailler, enfin, elle fait une formation magnifique. C'est pas pour arrêter après de rester à la maison. Alors que moi, j'ai beaucoup de respect pour les mamans qui sont à la maison parce que je trouve que c'est un travail mais énorme et qui est très peu valorisé. Mais je trouve que, waouh, quoi, c'est quand même. Ouais, clairement. Sur les fameux bouleversements, il y a un bouleversement qui est très important. Ça, j'entends aussi régulièrement, c'est les fameuses bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes. Et puis, en lisant différents livres de médecins assez réputés aussi dans la problématique de la ménopause, certains expliquent qu'il y a un vrai problème, un vrai risque cardiovasculaire. Et c'est vrai que souvent, le problème cardiaque chez la femme, on le découvre pas de la même manière. Finalement, c'est pas les mêmes symptômes que chez l'homme. Alors, je ne sais pas si vous pouvez un peu rebondir là-dessus, entre bouffée de chaleur, sueur nocturne, cœur. Alors après, bouffée de chaleur, c'est pas forcément la bouffée de chaleur qui fait les problèmes cardiaques. Je pense que c'est l'origine, c'est toujours la même chose, c'est le manque d'hormones qui fait qu'il y a les bouffées de chaleur et qui fait que au niveau des vaisseaux du corps humain, il y a une modification qui fait que ces vaisseaux deviennent beaucoup plus sclérosés, beaucoup plus durs, beaucoup plus disons, moins souple. Et puis, ce changement, cette modification fait qu'effectivement, c'est plus propice à faire des problématiques cardiovasculaires ou emboliques. Oui, tout à fait, tout à fait. Et justement, on retrouve souvent les points de vigilance, quand même, les maladies cardiaques. Ça vous... Mes points de vigilance, c'est basé. Oui, dans le sens où il faut vraiment, à la ménopause, faire plus attention. La femme serait quand même assez bien protégée jusqu'à la ménopause, et après, elle serait quand même moins protégée. En fait, les problèmes cardiaques, ils sont souvent liés à changement métabolique, surpoids, obésité, diabète, hypertension. En fait, c'est un espèce de... Ouais, plus le stress, parce qu'on vient de le dire, il y a de plus en plus de stress, plus la femme qui c'est aussi peut-être plus à fumer. Je ne sais pas si par c'est proscrit. C'est comme l'alcool. On va en parler, mais bon. Il y a plus de cigarettes, plus d'alcool, plus de stress, ça fait beaucoup. C'est comme tout, finalement. Ces pathologies, l'alcool, tabac, on sait que c'est pas bon. Ça peut être agréable parfois. Oui, alors, ça aussi, ça faut dire. On ne peut pas non plus tout éviter. On peut, mais ça n'a pas très drôle non plus. Mais pour moi, qui vient au départ du domaine du sport, j'essaie vraiment d'insister. Alors, le sport ne fait pas tout, mais de rester le plus actif possible et de mélanger aussi l'activité physique. Par exemple, de faire que de la marche, pour moi, c'est pas suffisant. Par exemple, une fois par semaine, une personne
si elle a la capacité de le faire, il faut qu'elle sorte de sa zone de confort. Ça, c'est quelque chose d'important. Puis après, on l'a dit aussi au niveau musculaire, oui, c'est aussi important de soulever des poids. Alors qu'on peut le faire avec des élastiques aussi, on peut faire du renforcement musculaire, c'est aussi pour moi quelque chose d'important. Ça, faut y penser. Puis après, alors je sais que vous êtes fan, Pauline, de yoga. Moi, je suis fan des fascias, chacun son truc. Mais ça, c'est aussi une super manière de rester mobile, etc. Je vais vous faire un peu une petite publicité pour le yoga. Alors, je pense surtout à ma prof de yoga, Sarah, qui est une chouette prof de yoga que j'ai découvert il y a 5 ans. Donc, effectivement, moi, j'ai découvert le yoga et je dis à mes patientes que je pense que c'est bien. Après, il y a yoga et yoga. Je pense que tout le monde fait du yoga, mais pas tout le monde fait du bon yoga. Donc, il faut avoir de bons profs de yoga, des gens qui connaissent bien. Et puis, au-delà de tout, d'une substitution hormonale probable, d'une alimentation, du sport, je trouve que le yoga, c'est vraiment quelque chose, déjà, c'est une médecine, enfin, c'est une activité ancestrale hein, qui date de bien avant la médecine occidentale et traditionnelle. Et je pense que ça permet de aligner les énergies, en fait. Donc, un bon yoga de la ménopause, ça aligne les énergies. Et donc, cette problématique de la ménopause, moi, je trouve, en tout cas, moi, j'ai trouvé mon compte, c'est-à-dire que j'ai trouvé que ça alignait passablement ces énergies. Alors, c'est pas que le yoga qui va soigner la ménopause, on est bien d'accord. Et je dis à la ménopause, quand on veut la soigner, si on veut en prendre soin, il faut être multifactoriel, c'est-à-dire qu'il faut aussi faire plusieurs choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre le temps pour soi, prendre le temps pour sa vie, prendre le temps pour manger. Et puis le yoga, ben, c'est vraiment une discipline qu'on peut faire et puis qu'on peut faire soi aussi, puisqu'on peut le faire tous les jours. J'ai une très très bonne amie qui est aussi très fan de yoga, qui fait tous les matins sa petite séance de yoga au bord du lac. Voilà, et puis ça la ressource, elle est contente. Et elle est aussi passionnée de ça. Donc, voilà, moi, je souhaite que les gens puissent trouver cet équilibre à travers ce yoga. Et qui améliore aussi le travail du périnée, juste. alors, le yoga, ça permet, surtout, ça dépend quel type de yoga, mais ça améliore surtout l'élasticité, la souplesse. Ouais, la mobilité. Voilà, moi, je pense que la souplesse, surtout la souplesse, si on travaille assez sédentaire, on est assis, je trouve que le yoga, ça permet vraiment de pouvoir disons, accentuer cette souplesse et puis la maintenir surtout. Ce fameux périnée à la ménopause, on peut en dire quelque chose? Ah, bien sûr. À la ménopause, on peut tout dire, mais oui, bien sûr, le périnée, c'est un vaste domaine. Il change, ça c'est sûr. Quoi. Il change aussi. Le périnée, bien sûr. Le périnée, il change du fait que il n'y a plus d'hormones, c'est toujours le même problème. Il y a moins d'hormones, il y a un relâchement des tissus. Un relâchement des tissus, s'il y a eu des naissances par voie basse ou par césarienne, ça change aussi beaucoup. Donc, il y a un affaissement, il y a plus d'élasticité. Donc, on parle aussi parfois de prolapsus avec des problématiques d'incontinence urinaire. Bon, je ne veux pas mettre la déprime sur la ménopause, hein, mais donc, pour nous, ça ne nous donne pas très envie. Là, on est un peu dur. Mais moi, j'ai quand même un message d'espoir en disant que pour tout ça, il y a des solutions. Après, il faut aller les chercher, puis il y en a plein, en fait. Moi, je me suis convaincu qu'il y a toujours eu des solutions. Ça, c'est certain. Et dans les choses qui, pour moi, sont essentielles, c'est la qualité du sommeil. Et déjà, on sait que, je crois, au niveau de la consultation générale, on a presque 40% de la population qui se plaint de la qualité de son sommeil. Est-ce que vous, comme ça, à vue de nez, vous pouvez me dire, bah, tiens, moi, les femmes en ménopause, c'est quoi? C'est 50, 60, 70% de femmes qui disent, ouais, moi, mon sommeil, c'est pas top. Ah non, mais moi, plus. Moi, je pense que c'est un des symptômes avec les bouffées de chaleur, c'est les bouffées de chaleur et trop du sommeil. D'ailleurs, c'est comme ça qu'elles ont, et qu'elles se disent, ouf, je dors plus, parce que c'est vraiment des insomnies, hein. Ouais. Elles se réveillent, elles dorment plus. Et en fait, elles ont beau faire tout ce qu'elles veulent. Alors, voilà, moi,
j'ai eu des vents de collègues, ou des choses comme ça qui ont proposé des somnifères, des benzodiazépines et tout. Moi, personnellement, je trouve que c'est pas une bonne idée. Nous, on a d'autres solutions Ouais. qui marchent. Ouais. Franchement, Ouais. hein, Ah, on est vraiment. d'accord. Ah, vraiment. Ça, c'est Donc, vraiment- voilà. Ouais. Moi, je suis assez peu parce que quand on commence avec ces médications-là, c'est compliqué. Et voilà, ce manque de sommeil, ces insomnies, je fais un petit clin d'œil au spécialiste du sommeil parce que si vous entendez, je ne sais pas si vous serez content, mais c'est vrai que moi, je pense que rien que les œstrogènes, ça aide. Ouais. Le yoga avant de dormir, ça aide. Donc, il y a plein d'autres Bien alternatives. sûr, la respiration, les sons binauraux, etc. Mais c'est sûr qu'avec peu de sommeil, avec finalement C'est pas insupportable. d'activation suffisante du sommeil profond et du sommeil paradoxal, vous détruisez à la fois physiquement et mentalement. Donc on peut, moi d'ailleurs, dans ma consultation, qu'elle soit par rapport à la problématique de la préménopause ou autre, c'est est-ce que vous êtes content de la qualité de votre sommeil? Parce que ça va être déterminant pour tout, pour l'humeur, pour l'énergie qu'on a, pour la mémoire aussi, hein, on le sait. Sur le sommeil, c'est un traitement. Hein. On dit se reposer, traiter une maladie par le repos. Le sommeil, ça fait partie pour moi. Et de dormir, c'est très, très important. C'est vital. Et d'avoir un bon sommeil, c'est aussi très, très important. Et d'ailleurs, dans les fausses croyances, souvent qu'on entend, parce que bah, voilà, la femme en moyenne, hein, moi c'est ce que j'ai lu à la ménopause, 4 à 6 kilos, elle va se dire bah, pas de glucides le soir parce qu'il ne se passe rien la nuit, donc je vais stocker, ce qui est entièrement faux. Glucides le soir, ça permet d'activer cette fameuse sérotonine. Et dans la littérature, on peut voir qu'il y a un effondrement de la sérotonine pendant cette période de la ménopause. Il y a vraiment un effondrement, c'est assez fou. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, sinon je continue là-dessus. Bon, moi, je n'ai pas tout à fait la même notion par rapport au glucides, mais on pourra Tout à fait. Mais la sérotonine, justement, hein, se complémenter en sérotonine, et là, il faut faire au bon moment, parce que la sérotonine, bah, c'est un neurotransmetteur qui entre souvent en conflit avec d'autres acides aminés. Ça, c'est quelque chose qui marche aussi bien. Donc, on peut, avec la nutrition, avec la micronutrition, en mettant les bonnes choses au bon moment, bah, faire en sorte que la personne dort mieux. Mais on sait aussi que 80% de la sérotonine est produite au niveau du système nerveux entérique par l'intestin. Et là aussi, alors est-ce que en période de ménopause, la femme, elle est plus perturbée au niveau de son intestin, plus ballonnée, etc. Ça, vous entendez ça ou c'est pas quelque chose qui revient régulièrement? Moi, je pense que c'est vraiment lié à l'alimentation. Ouais. Ouais. Plus qu'à l'âge de vie. C'est vraiment une bonne alimentation saine avec des bons produits. microbiotes. Il faudra qu'elle aura une hygiène alimentaire correcte et puis elle aura un transit correct aussi. C'est vrai que dès le moment où vous avez l'ensemble, moi je mesure 5 neurotransmetteurs sur ma machine qui sont fondamentaux, hein, c'est la dopamine, l'adrénaline, la sérotonine, le GABA et l'acétylcholine. L'acétylcholine quand même liée aussi avec ce qui est en relation avec la mémoire, et la dopamine qui est ce starter. Et quand on parlait de sport, si on parle de dopamine, on revient sur le risque de sarcopénie, c'est-à-dire de perte de masse musculaire. Et pour moi, la plupart des gens, et encore plus les femmes à ce moment-là de leur vie, sont carencées en protéines. Ça, c'est ce que je retrouve très, très souvent et c'est quelque chose qui est vraiment important à dire, c'est de faire attention à ça. Après, je ne sais pas sur la complémentation, est-ce que vous, en tant que gynécologue, les oméga 3, vous allez dire aux gens, ouais, ça c'est bien, c'est pas bien, etc. Ou c'est moins de votre domaine d'action? Non, moi j'insiste vraiment dans l'alimentation, le calcium et la vitamine D pour l'os. Et puis, voilà, c'est surtout sur ces deux composants que j'insiste. Alors pour moi, de nous, le calcium, c'est toujours assez intéressant parce qu'on est dans un pays où on a beaucoup de produits laitiers, etc. Donc c'est assez rare de prendre du calcium, surtout quand tu aussi ailleurs, hein, dans certains végétaux, dans les oléagineux, etc. La vitamine D, on en parlait ensemble, je crois que vous dites presque se complémenter de manière systématique. Ouais. Moi, je trouve que la vitamine D, le meilleur apport de vitamine D, c'est le soleil. Ouais, ça c'est sûr. Donc, soit on a un soleil chez soi, c'est génial, soit on faut aller chercher, mais si on n'a pas ça, il y a des fois des petites lampes aussi qu'on peut mettre pour se faire des photothérapies.
si on ne peut pas prendre des vacances ou aller au soleil, et puis après, il y a la vitamine D en route. Et ça, moi, c'est vrai qu'à la ménopause, je substitue avec du calcium et de la vitamine D systématiquement, en fait. Moi, j'avais vu dans mes études en micronutrition, à l'université de Dijon, c'est qu'il y a une relation directe entre une vitamine D basse et un risque de cancer du sein qui est augmenté. Je ne sais pas si vous avez vu l'écho de ça. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'autres facteurs pour le cancer du sang avant la vitamine D. Moi, c'est pas le premier que je garderais. Oui. Peut-être. Aujourd'hui, c'est multifactoriel. Oui, ça c'est certain. Après, il y a aussi on pouvait parler avant de sécheresse vaginale, on peut parler de sécheresse de manière générale, avec une sécheresse aussi de la peau. La question qui se pose aussi, c'est est-ce que les gens s'hydratent suffisamment? Moi, je pense pas. Oui. Je pense pas. Je pense qu'il y a un vrai problème d'hydratation et aussi de comment on s'hydrate. Souvent, le problème, c'est que les gens sont de plus en plus fatigués, ils boivent plus de caféine, de produits à base de caféine, et se déshydratent en plus. Et ça, c'est ou du coca, ou du coca, etc. Enfin, tout ce qui est à base de trop de caféine aura de bon un impact assez négatif par rapport à ça. Je ne sais pas si vous êtes aussi assez d'accord sur. Oui, alors je pense que l'hydratation, elle est bonne, mais je pense que quand même, on perd la trophicité, l'élasticité de la peau avec le manque d'hormones. Donc, c'est sûr que on a quand même des peaux qui s'assèchent, hein, et, parce qu'il y a moins d'hormones, et ça crée des rides, et ça crée tout ça, le vieillissement, quoi. Non, le vieillissement, ça fait partie de la vie normale, mais justement, on revient aussi sur le stress oxydatif. D'augmenter les apports en antioxydants, c'est quelque chose qui est super important. Et là, on revient aussi sur, bien sûr, les fruits et les légumes, mais plus les légumes que les fruits, parce que déjà, quand on consomme trop de sucre de manière générale, on ne va pas non plus exagérer avec les fruits, sachant qu'il y a des fruits qui contiennent plus de sucre que d'autres, et que c'est de réussir à trouver le bon équilibre entre tout ça. Et on en parlait aussi ensemble, là, qui fonctionne bien, mais qui peut être décrié, ça c'est toujours intéressant, parce que c'est lié à chaque personne, le jeûne intermittent. Ça, vous en pensez quoi? Le jeûne intermittent, mais du 16-8, hein, plutôt. J'attends de faire avec vous, parce que je vous dirai ça après. Ouais. On va commencer. Mais c'est vrai que c'est en grande mode, le jeûne, que ça a des grandes faveurs, des grandes vertus. Moi, je ne sais pas. Voilà, alors on entend justement qu'à cette période-là de la vie, c'est pas forcément le mieux. Moi, je pense que il faut essayer si on a envie de le faire. Quelqu'un qui n'a pas faim le matin, ça sert à rien de se forcer de trop manger. Mais de manière générale, ce qu'il faut dire, et moi c'est ce que j'explique, vous l'avez dit très bien avant aussi, c'est que vous arrivez à 48, 50 ans, vous êtes presque à la moitié, hein, il vous reste la moitié de votre vie à vivre, en sachant que il va falloir manger moins mais mieux. Ça devrait être très qualitatif quand même. Ça faut quand même se rendre compte de ça. Et on peut jouer, on peut tricher grâce au sport. Parce que si vous avez une activité physique avec pas mal d'intensité, vous allez utiliser plus d'énergie. Donc, de manière générale, les cellules vont mobiliser plus d'énergie et ce sera positif. Et puis, nouveau, le sommeil. Parce que si vous êtes fatigué, le corps se défend et il va stocker. Et ce problème de stockage, c'est un vrai problème. Et vous allez avoir un impact sur la leptine, hein, et la gréline, c'est deux hormones entre la satiété et l'appétit. Et c'est plus d'envie de grignotage. Ça, vous entendez assez souvent cette problématique de grignoter un peu plus ou ça va? Alors moi, je pense deux choses. La première, c'est que je pense que nous avons tous, dans nos sociétés occidentales, une hygiène alimentaire qui est très, très, très mauvaise. Ça, j'en suis convaincue. Des habitudes alimentaires qui sont excessivement mauvaises. On dit, les Asiatiques nous disent, on est dans le yoga, d'ailleurs, ça se dit ici, on est ce qu'on mange. Ouais. Donc, je pense que là. Et ce qu'on boit. Probablement aussi, mais ça fait, on est d'accord. Moi, je pense que notre mode de vie, il est sur l'alimentation mauvais, quoi.
de base. Et après, c'est vrai que c'est tout un système qu'on va pas changer tout le monde entier, mais je pense que le système de notre alimentation est extrêmement mauvais. Encore une fois, voilà, ça favorise peut-être les structures, les commerces, mais pas forcément l'individu. Hein. Et moi, je trouve que ça, c'est quelque chose, d'où l'intérêt de la nutrition, des nutritionnistes dans nos vies en général. Mais du coup, ça, c'est pas forcément lié à la ménopause, du bébé à la personne âgée, de changer les habitudes alimentaires, c'est quelque chose d'assez important. Et puis, qu'est-ce que je veux dire encore? C'est ça. Et puis l'autre chose, c'était que prendre du temps, hein, aussi. Ouais. Et puis alors le temps de cuisiner, parce que c'est vrai que prendre le temps de cuisiner, c'est important de bien cuisiner, de cuisiner de manière équilibrée, soit comme la nuit, aussi. Mais c'est vrai qu'on est tous un peu dans le rush, puis voilà. Et après, il y a un autre paramètre, moi, qui me passionne depuis quelques années, c'est la respiration. Et vu qu'on est de plus en plus dans une société stressante et stressée, les gens ne respirent quasiment que par, je dirais, la poitrine, pas par le diaphragme. Les gens, quand ils dorment, très souvent, ils dorment avec la bouche ouverte, c'est très mauvais. Il faut respirer par le nez pour amener l'oxygène de qualité dans les poumons, etc. Et ça fait partie d'un tout. Et c'est pour ça aussi qu'on se rejoint dans cette vision de globalité, de revoir un peu tous ces paramètres, pas qu'un seul paramètre, pour pouvoir mieux fonctionner et bien fonctionner pendant encore 40 ans. Au moins. Au moins. Effectivement. Mais je voulais quand même aussi revenir sur une chose, c'est cette fameuse, et là il y a les gens pour contre, parce que je pense qu'on a plein d'a priori parce qu'on a entendu une fois quelque chose, et puis moi, c'était ce que j'avais aussi entendu avant de lire beaucoup plus d'articles et de livres là-dessus, c'est l'hormothérapie. Et le but, c'est pas de dire il faut absolument prendre des hormones de substitution, mais je pense que quand vous avez un problème de thyroïde, vous la réglez. Voilà, hormonal, vous avez un problème d'insuline, vous la réglez. Vous avez un problème divers au niveau hormonal, vous le réglez. Donc, je pense que c'est quand même bien de revenir 2-3 minutes sur cette notion-là. Alors ça, c'est le point stratégique de la ménopause. En fait, c'est vraiment notre hormone, quoi. C'est un peu le problème. Moi, c'est vrai que j'ai jamais été pour les hormones jusqu'au jour où j'ai traversé la ménopause. Et puis, où j'ai fait toute cette formation, quand même à Paris, c'était comme un centre, l'hôpital Cochin, la maternité de Port-Royal, c'est quand même un centre stratégique, enfin, c'est comme un grand centre avec des très bons interlocuteurs qui étaient vraiment à jour, et tous sont absolument convaincus de l'effet bénéfique d'une substitution hormonale. Après, au niveau de la substitution hormonale, c'est sûr qu'il y a eu des études scientifiques qui ont passé dans le monde scientifique et médical, qui n'ont pas toujours été justes appréciées et qui ont été véhiculées quand même avec des mauvais messages. Et je pense que les femmes sont restées vraiment avec des warnings en disant mais hormones, attention. Alors voilà, après, je pense que les hormones, elles ont un risque-bénéfice, c'est sûr. En tout cas, elles ont beaucoup de bénéfices sur les symptômes de la ménopause. Il y a aussi des risques, je ne veux pas dire, il y a des femmes qui ont des facteurs de risque pour lesquels on étudie vraiment oui ou non, on leur donne ça, on leur donne pas. Enfin, je veux dire. Et puis après, comme je trouve être très, très important, c'est quand même à la femme de décider qu'est-ce qu'elle veut pour elle en étant, disons, avertie des risques et des complications. Parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un de faire ce qu'il ne veut pas, ça c'est sûr, mais je pense que bien l'éclairer et de bien lui faire comprendre les risques et les bénéfices, elle prend ses responsabilités aussi, en se dire, OK, moi j'ai envie d'être bien pour cette période-là. On sait qu'en tout cas, entre 5 et 10 ans, avec des traitements hormonaux qui sont des traitements hormonaux micronisés et transcutanés, c'est un traitement qui est tout à fait OK aujourd'hui dans le monde scientifique du point de vue international. Après, bien sûr, il y a des femmes pour lesquelles il y a des
contre-indication formelle pour les hormones. Ça, je ne rentre pas en matière avec ça non plus. Mais voilà, je pense que le message a été mal articulé parfois. Et puis, il y a encore une chose aussi que moi, j'aimerais dire quand même qui me frappe. Je vois les jeunes populations, comme je dis toujours que la ménopause, c'est l'adolescence du deuxième âge. Je vois les adolescents, enfin, un peu plus âgés, qui commencent leur activité sexuelle. Le grand boom, c'est génial. Elles viennent, elles veulent la contraception, la pilule, qui sont les hormones. Et il faut quand même dire que les hormones de la contraception sont 10 fois plus nocives que les hormones bénéfiques de la substitution hormonale. Mais ça, on n'en parle pas. Mais c'est vrai que moi, quand j'étais à Paris, on en a beaucoup parlé. Donc, à un moment donné, je me dis, les jeunes filles, elles viennent ici parce qu'elles sont peut-être mal informées ou pas assez informées avec cette demande de contraception orale, en sachant qu'elles vont prendre la pilule, mais il n'y a pas beaucoup de questionnements sur cancer, maladie thromboembolique, enfin, il n'y a pas beaucoup, alors que la femme ménopausée qui en a besoin, ben, elle est très réticente à les prendre. Donc, il y a de nouveau une espèce d'information mal faite et d'une prise de conscience qui doit être faite au niveau des deux groupes de population. Voilà. Super, je trouve que c'est très clair, merci. Avant de passer aux questions, Arnaud, j'aimerais aussi dire que nous, on va collaborer avec une consultation vraiment spécifique sur la préménopause et la ménopause. Je vais venir consulter une fois par semaine ici. Et puis, vous aussi, Claudine, vous voulez encore plus développer cet aspect-là, parce que ça vous tient vraiment à cœur, vous aussi, l'achat de ce laser, et puis d'amener vraiment un suivi 360 degrés. Est-ce juste? Oui. Alors, pour moi, en fait, moi, j'ai une formation de gynécologie obstétrique. Et c'est vrai que j'ai refait cette formation pour faire un peu prise en charge des femmes après 50 ans. Mais ça veut tout dire, quoi. Puis après, je travaille pas toute seule, hein, je travaille toujours en association, je travaille avec des collègues, des collaborateurs qui sont d'autres disciplines, donc avec qui on a des contacts, on se parle aujourd'hui avec les moyens de transmission des données, des dossiers, des choses comme ça. C'est quelque chose qui est assez rapide et assez facile. Donc, c'est vraiment multifactoriel et puis multicollégial avec multispécialité. Je pense que ça, il faut pouvoir le dire aussi. Voilà. Très bien. Arnaud, est-ce qu'on te repasse la parole? Est-ce que tu... Moi, je pense que chose à dire. Oui. Après tout ce qu'on a dit, faut pas faire, faut ci, faut faire ça, faut faire ça. Moi, je pense qu'il y a une chose qu'il faut, on dit toujours le take-home message qu'il faut absolument avoir, c'est que la ménopause, certes, mais qu'il y a plein de choses à faire. Et qu'il y a plein de choses bien à faire pour pouvoir vivre cette période super bien, de manière équilibrée, en harmonie avec soi et avec son entourage. Voilà. Oui, un message positif, c'est clair. Voilà, merci beaucoup Claudine et Olivier pour cette intervention. Donc, premièrement, en fait, je voulais vous remercier. On va pouvoir avancer, certes, mais je voulais revenir sur quelques éléments. On a pu publier… Attendez, je vais remettre ma fenêtre en bas comme ça. On me voit face caméra, c'est plus joli. Hop. Alors, voilà. Hop. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu poser plusieurs questions. Certaines ont été très intéressantes dans le sens aussi pour, pas forcément pour nous, du moins moi personnellement, bien évidemment, j'ai appris beaucoup de choses, mais pour, on va dire, donner un ordre d'idée aussi aux gens en général, et pas forcément que certains puissent se retrouver un petit peu, non pas seuls, mais avoir ou être seuls à avoir des problèmes. Et puis, comme on le voit, déjà, ce qui était très drôle par rapport à ce qu'on a dit au tout début, le chiffre qui avait été donné par Olivier concernant le nombre de personnes déjà étant en ménopause est en accord avec le plus ou moins le pourcentage de personnes présentes ici ce soir, à savoir 40% sont déjà en ménopause et non pas en préménopause. Donc, on a déjà des personnes qui sont déjà dans cette phase-là. Et sachant que on va dire ce webinaire était ouvert bien évidemment à tout le monde, pas qu'aux femmes et minimum aux hommes, même s'il y en a peu, mais principalement aussi à toute population. Il faut savoir que chez BN Nutrition, en général, les clients ou les personnes qui nous suivent
on va dire, vont de la vingtaine jusqu'à plus de 60 ans. Et ce qui montre que c'est relativement semblable. C'est intéressant ce point-là. Ensuite, on va dire que les personnes, qu'est-ce qu'ils appréhendaient ou appréhendent le plus encore aujourd'hui quand on traite de la question de la ménopause, c'est principalement les changements physiques. C'est vrai que je pense qu'il y a, et ça reprend un des points aussi qui reprend 12%, c'est le manque d'information. Et c'est le manque d'information aussi qu'il peut y avoir des traits qui sont plus de l'ordre psychologique. Et ça peut être aussi intéressant parce que on voit que peu de gens dans leur imaginaire voient la ménopause comme, du moins, pouvant entraîner des troubles psychologiques principalement liés à l'humeur. Ensuite, ce qui était aussi très intéressant à voir, et vous aviez vous étiez arrêté là-dessus, c'était sur le renforcement musculaire. J'ai voulu un petit peu m'intéresser à savoir est-ce que les gens étaient informés, s'ils avaient des informations de la part des praticiens, que ça puisse être n'importe lequel. Et puis on voyait quand même que 50% des personnes n'abordent jamais la thématique du pilate, du renforcement, du yoga avec un praticien de santé dans le cadre de la ménopause. Et on voit que c'est vrai que ce qui est très marrant à voir, et quand on le compare avec l'un des derniers commentaires qui a été posté par Christine, elle a dit, je répète donc son commentaire, elle disait « La substitution d'hormones pour ma part ne m'a pas du tout convenu, transmutant. Je gonflais, avait des sauts d'humeur et un mal-être général. J'ai alors cessé et mis en place d'autres choses, probiotiques, oméga 3, vitamine D, modification de certaines habitudes alimentaires. » C'est ce que vous pointiez aussi, Madame Piguet. Et aussi modification de certaines habitudes à travers le yoga, le sport et l'activité physique variée. Et elle dit, aujourd'hui, je revis. Et ça, c'est très intéressant. Ça montre qu'il y a en complément, parce que je pense que le facteur hormonal, et comme vous le mentionnez, il peut être très intéressant pour une certaine population de femmes qui ont un certain besoin du fait je dirais, de l'impact que ça peut avoir. Mais le complément qui vient derrière avec une hygiène de vie, comme on en parlait au début, une complémentation si nécessaire aussi, un changement d'habitude alimentaire et le sport, montre qu'on peut arriver à de vrais résultats, aboutir à de vrais résultats. Et quand je vois un autre commentaire d'une personne qui posait à un moment donné la question, et ça y répond directement, est-ce qu'il y a un moyen ou des idées, des pistes pour pouvoir réduire, voire éliminer complètement les bouffées de chaleur? On en est déjà sur une piste. Peut-être on reposera la question, on y rentrera un petit peu plus dans les détails ensuite, parce que je pense que c'est quelque chose qui intéressera aussi beaucoup de monde. Et une des dernières que j'avais posées, mais qui était intéressante aussi, le sommeil. Est-ce qu'il était perturbé? On a à peu près à part égale 30% des participants qui disent que c'est toutes les nuits, 30% qui vont dire que ça va se répéter plusieurs fois par semaine, et après, on va avoir 25% qui vont dire que ça vient rarement. Seulement 10-12% disent que cela ne se produit pas du tout depuis qu'ils sont dans cette phase de ménopause, ou ceux qui sont en phase de pré-ménopause. Donc voilà, c'était un petit peu les retours des participants par rapport au sondage. Maintenant, il y avait pas mal de questions qui ont été posées, et ce qu'on va faire, c'est que je vais remonter petit à petit le fil et voir les premières qui ont été posées pour vous les poser, et ensuite je vous laisse y répondre rapidement pour chacune d'entre elles. Alors, mon gynécologue ne veut pas me donner de progestérone. Pourquoi? Point d'interrogation de la part de Martine. Bon, c'est difficile à répondre comme ça, hein. Moi, je veux dire, après, il faut voir le cas, il faut voir l'âge, il faut voir les symptômes. C'est vrai qu'en général, le progestérone, le progestatif, c'est ce qu'on donne en préménopause. Quand il commence à avoir le premier symptôme chez une femme qui est réglée. Une femme qui est encore réglée avec des symptômes tels que bouffées de chaleur, insomnie, sudation et autres, on commence à lui donner 10 jours par mois un progestatif microdosé. Bah, son gynécologue, je ne sais pas. Il faut qu'elle lui demande pourquoi, parce que si elle a ces symptômes-là, ce serait bien. Suivante, donc de la part de Sandra, elle demandait si les hormones peuvent être prises après 10 ans de ménopause.
Alors ça, c'est une très bonne question parce que c'est the question, c'est la question en fait. Alors, moi, je discutais avec une femme gynécologue qui a pris sa retraite, qui me disait, moi, si j'avais un cancer du sein, je prendrais en cachette ces hormones parce que ça lui a fait tellement bien. Alors, l'histoire, c'est, d'après les études, jusqu'à 5-10 ans, on sait qu'il n'y a pas de risque. En tout cas, les 5 premières années, on sait que c'est pas risqué. Après, on ne sait pas, il y a des risques potentiels éventuels, ça dépend aussi des femmes et autres. Mais je pense que c'est de nouveau, encore une fois, on expose à la patiente les risques et bénéfices et elle choisit ce qu'elle veut. Et je pense qu'une femme a le droit de choisir ce qu'elle veut parce qu'elle verra, ça lui fait du bien. C'est sûr que c'est un effet favorable et bénéfique pour elle, tout en sachant qu'éventuellement, peut-être, elle a un pourcentage de faire quand même une complication suite à cette prise. Mais on parle bien au-delà de 5-10 ans. Mais les 5 premières années, en tout cas, moi, dans la littérature, c'est ce que j'ai pu revoir et ce qu'on nous a transmis, c'est qu'on peut être tranquille. Puis après, pour réévaluer, les choses se réévaluent. On n'est pas obligé de prendre ça jusqu'à la fin de sa vie. Très bien. Alors, une autre de la part de Florence maintenant. On revient sur la question des progestérones. Est-ce qu'il peut y avoir une différence, principalement, je pense, dans la posologie, entre 100 mg et 200 mg de progestérone? Je pense que c'est peut-être par rapport au risque ou au niveau de ce dosage. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous interroge sur cette question? Alors moi, je dis toujours qu'on a des recommandations qu'on nous donne. Elles sont là, elles sont standards. Hein. Et puis après, il y a la petite cuisine. Parce que dans les progestatifs, il y a limite progestatifs. C'est vrai que c'est souvent entre 200 ou 100 mg. Et puis, moi, je donne en général 200 mg. Mais si elles me disent qu'elles ont trop d'effets secondaires, on dit qu'on peut toujours diminuer. Donc, c'est une petite cuisine à adapter aussi en fonction de chaque patient. Mais c'est vrai qu'après un traitement hormonal complet, en général, pour contrebalancer, je donne 200 mg. Ensuite, de la part de Florence, elle nous parlait de constipation et de changement hormonal. Est-ce qu'il y a un lien? Moi, personnellement, je n'ai jamais vu ce genre de... Moi, je n'ai pas fait de lien, je n'ai pas lu non plus, je n'ai pas documenté non plus, je ne sais pas. Enfin, je ne peux pas répondre en fait. Mais je crois que c'est plutôt nouveau lié à la gestion de... Après, peut-être aussi le manque d'hydratation, hein, parce que souvent, ça peut être déjà simplement ça, de jouer un rôle. Puis après, par rapport au système nerveux, entre quelqu'un qui est très stressé avec un système nerveux sympathique qui est trop élevé, eh ben, ça va lui amener plus de risques de constipation aussi. Mais c'est pas un simple, comme je disais avant, tout peut être la ménopause, hein, mais moi, ça, c'est pas le premier. En tout cas. D'accord. Yeah. Ensuite, voilà, on va parler peut-être plus au niveau symptômes. De la part de Chantal, elle nous demandait si les symptômes sont supportables, est-ce qu'il est utile de prendre quand même des hormones, à savoir en fait si l'hormone, elle, va réguler les symptômes uniquement. Alors, moi, je dis pas de symptômes, pas forcément d'hormones, hein. Ça, c'est aussi clair que ça. Après, voilà, c'est bon, la personne, mais c'est vrai que l'idée de donner un traitement, c'est parce qu'il y a des symptômes, parce qu'on est gêné. La deuxième chose, c'est que moi, je ne vois pas s'il n'y a pas de symptômes, je ne donne pas de traitement, forcément. Et après, le traitement, c'est toujours le même, finalement. Si on donne un traitement hormonal. Mais je trouvais très intéressant cette femme qui disait qu'elle avait pris des hormones et qu'elle n'avait pas supporté. Moi, ça m'encourage parce que je me dis c'est chouette. Parce que ça veut dire qu'on a toutes ces alternatives à côté qui s'offrent à nous et qu'on peut utiliser, en fait, aussi, en plus, ou avec, ou en substitution. Donc, je pense que là, c'est vraiment une cuisine très personnelle que la femme doit un peu tester avec elle, son médecin, voir un peu qu'est-ce qui lui convient. Alors là, on va basculer un petit peu. Alors peut-être vous êtes les deux experts dans le domaine.
Florence pose la question de la dose recommandée de calcium par jour afin d'adapter notre alimentation. Alors, est-ce qu'il y a une nécessité d'adapter cette dose de calcium journalière ou pas? Et est-ce qu'elle est nécessaire dans cette phase donc de ménopause? Alors, je vous laisse répondre. Moi, je dirais déjà, dans tout ce genre de dosage et compagnie, déjà, est-ce qu'il est bien absorbé? Et je reviens toujours lié à ça, ces fonctions, que ce soit les fonctions liées souvent du UNO, l'oxynitrite, qui est un transporteur, comment est-ce que le foie fonctionne, comment est-ce que l'intestin fonctionne, etc. Donc, de donner ce qu'on disait, finalement, au niveau hormonal, c'est la même chose. Ça dépend de chaque individu, dans quel état sont ses organes internes, pour se dire, tiens, cette personne-là, il y a des gens, ils absorbent 100%, puis d'autres, ils vont absorber à 20-30%. Donc, de donner juste une norme comme ça, moi, déjà, je ne l'ai pas. Et puis, deux, dans notre société, c'est quasiment impossible d'être en manque de calcium avec l'alimentation qu'on a, surtout avec tout ce qu'on nous fait croire qu'il faut manger autant de produits laitiers. Donc, pour moi, le problème, il part souvent de nous d'ailleurs. Donc, je ne me ferai pas trop de soucis. Et je pense que c'est pas très, très important de savoir la quantité exacte de calcium dont une personne a besoin à ce moment-là. Donc, ça c'est mon avis. Alors, nous, on dit qu'il faut 800 microgrammes. Je sais pas, j'ai pas les valeurs exactes, mais ça se retrouve sur Internet. Ça. Moi, je prescris une ordonnance avec les valeurs, donc c'est ce qu'elle doit prendre. Et je leur donne un petit feuillet, mais je l'ai ici, je sais pas où dans mes dossiers, où ça, c'est un 800 microgrammes. Après, par rapport à l'os, la protéine reste aussi super importante, l'hydratation reste importante. C'est ça aussi qui est toujours intéressant. On a parlé de la vitamine D. Je veux dire, c'est un ensemble de paramètres. Si on fait que de prendre bien son calcium, mais qu'on ne fait pas les autres choses autour, l'utilisation de ce calcium en complémentation, elle sera bien moins efficace aussi. Oui. Alors, on avance. Natacha, maintenant, on va sur le volet psychologique. Est-ce qu'il y a des traitements spécifiques qui sont préconisés contre les effets, bien évidemment psychologiques, troubles de l'humeur, anxiété? Faut-il absolument, du moins forcément, passer par des antidépresseurs ou un traitement hormonal pour traiter ces pathologies? Alors, moi, je trouve que la question, elle est super intéressante parce qu'en fait, moi, j'ai dû faire un étude de cas clinique, puis j'ai parlé vraiment de toutes les problématiques dépressives, psycho-anxiogènes, dépressives liées à la ménopause, en fait. Donc, il faut savoir que c'est comme à l'adolescence, de nouveau, une femme qui a les changements hormonaux affectent le psychisme, ça c'est sûr et certain. Une femme qui a des tendances cyclotimiques ou dépressives ou enfin qui est anxio-dépressive, c'est sûr que à la ménopause, ça va être une période un peu compliquée. Ça ne veut pas dire que c'est insurmontable, mais ça veut dire que c'est compliqué. Et je pense que il faut qu'elle sache comment s'appuyer. Donc, la première chose, c'est sûr que moi, je pense que les hormones en elles-mêmes vont faire que la personne va se sentir déjà mieux dans son corps. Donc, ce qui va améliorer quand même un petit peu son état d'esprit. Puis après, effectivement, si on voit qu'on n'arrive pas à compenser ou en tout cas à aider, je pense que temporairement, je dis bien temporairement, des antidépresseurs ou des psychotropes peuvent potentiellement aider. Mais voilà, après, c'est sûr que ça aide. Oui, ça peut aider temporairement. Parce que cette période-là, il ne faut pas oublier que c'est une personne qui est fragile, ça sera une période difficile. Et je pense de prévenir et d'informer. Moi, je pense que c'est important de la part du médecin aussi de pouvoir dire que voilà, c'est une variation hormonale qui fait que les choses vont être compliquées, ça va être difficile, il va y avoir un réajustement et qu'on peut s'aider de quelques béquilles, que ce soit celle-là ou autre, hein, mais il y a d'autres choses. Mais alors moi, sur la micronutrition, on peut déjà aller à un bon bout. Après, si la personne a des envies suicidaires, évidemment, les épaisseurs, c'est indispensable, c'est certain. Mais c'est vrai qu'on peut déjà faire aussi beaucoup de choses à travers la micronutrition aussi.
Ouais, après, on en parlera, on peut pas en parler encore maintenant parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui, on n'a on n'a pas encore vraiment développé cet axe-là, mais je sais qu'Olivier a toujours eu la volonté d'aller de plus en plus euh, sur le côté neuro aussi, beaucoup plus aussi avec certains compléments qui sont issus d'extraits de champignons. On en avait parlé déjà ensemble fin d'année dernière. C'est quelque chose qu'on souhaite énormément plus développer, bien évidemment avec BN Nutrition, qui ne traitera pas forcément des troubles forcément psychologiques, mais qui quand même agissent sur le côté neuro. Et puis, euh, je ne sais pas après si ça entre dans ce cadre, mais c'est vrai que toute cette sphère autour de la psyché et de ce changement et de cette transition, je pense que c'est vrai, comme on l'avait posé dans les questions, dans le sondage, c'est quelque chose qui est un petit peu, alors je dirais pas délaissé, mais c'est vrai qu'il y a moins d'informations. Les gens sont peut-être moins accompagnés pendant cette période de transition. Et c'est vrai que ben, on peut très vite se retrouver débordé, comme le soulignait Madame Piguet, la doctoresse Piguet au début, c'est que aussi les femmes, ça me faisait rire tellement c'était plein de sens, c'est que euh, avant on avait des femmes qui étaient présentes au foyer, qui restaient à la maison et puis qui élevaient leurs enfants et qui attendaient leur mari, puis qui continuaient leur vie comme ça, puis ils n'avaient pas trop elles n'avaient pas trop du moins, elles ne devaient pas trop se plaindre, disons. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué. Elles ont beaucoup plus de charges. Elles travaillent. Elles doivent participer aussi à l'économie du foyer. Elles élèvent des enfants. Il y a beaucoup de choses qui s'empilent, mais c'est vrai que le suivi et je dirais le soutien que ça peut avoir, il est insuffisant du fait qu'il y a une charge supplémentaire qui s'applique et que bah, cette transition ne se fait pas. Donc c'est vrai que c'est un vrai point important. Je suis content qu'il y ait eu de ça dans les questions. C'est quelque chose que je pense qui mériterait vraiment d'être plus développé. Euh, Après, je vais avancer. Donc, une première question peut-être rapide. Qu'est-ce que vous pensez des injections d'hormones? Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut y avoir, s'il y a différentes méthodes, vous allez me l'apprendre, mais une des questions était de la part de Carole concernant les injections d'hormones. Les injections d'hormones pour la ménopause, moi, je suis contre parce que moi, si je donne des hormones, c'est par voie transcutanée, des œstrogènes transcutanés et puis de la progestérone micronisée par voie orale ou transvaginale. Et ben après, il y a d'autres. Alors, c'est sûr que pas tout le monde, ça c'est la voie idéale. C'est ce qui est le mieux. C'est le Rolls-Royce de la substitution hormonale. Après, voilà, des fois c'est pas possible. Donc il y a plein de formes orales qui sont combinées. Il y a des patchs, il y a plein de manières de donner une substitution. Après, l'injectable, moi je donne pas. Mais parce que je la connais pas et je suis pas convaincue de ça. Mais moi, ça veut pas dire que c'est nouvelle, mais moi je la donne pas. Alors, une question de Tatiana maintenant. Elle parle, et là je pense que c'est par rapport à la période, ou est-ce qu'il y a des signes? À quel moment conseillez-vous de débuter l'hormonothérapie? Est-ce qu'il y a des signes qui montrent où on doit être dans une période où on doit commencer cette thérapie avec des hormones? Alors, c'est les symptômes, en fait. Il y a deux choses qui sont importantes. C'est quand commencent les symptômes et quels symptômes. Et puis après, si la patiente a des règles ou pas de règles. Voilà. Donc, si elle a des symptômes et des règles, ben, je commence avec le premier qui manque, c'est-à-dire les progestifs. Et puis après, si ça suffit pas, ben, je passe au traitement combiné. Oui, ok. Ensuite, Tina qui nous demande, et là, alors je ne vais pas répondre, mais j'ai un peu déjà un élément de réponse. Voilà, elle dit, bonsoir, est-ce que c'est normal être en ménopause, donc plus de cycle menstruel depuis 2 ans, à l'âge de 43 ans? Alors, normal ou anormal, non, ça s'appelle une ménopause précoce.
Bon, la première chose à faire chez une femme, moi, quand elles ont 50 ans et qu'elles commencent à avoir des troubles du cycle, je fais jamais de pilule hormonale. D'ailleurs, on me dit, ça sert à rien, parce que ça fluctue tellement jusqu'à qu'elle soit ménopausée que ça sert à rien. Par contre, chez une jeune femme qui a plus de cycle et qui est quand même jeune, je fais quand même pour savoir où est-ce qu'on en est. Exclure une grossesse, déjà, c'est la première chose, même chez une femme plus âgée. Et puis après, je fais quand même un bilan pour savoir, mais normal, c'est pas normal, non. Ça s'appelle une ménopause précoce. Et il y en a qui peuvent l'avoir extrêmement tôt. Hein. Moi, j'ai eu une patiente qui l'a eu, elle avait 28 ans. C'était compliqué. Mais voilà, on l'a diagnostiqué, on a pu substituer. Alors, il y a une question de Martine, on ne reviendra pas dessus dans le sens où on a déjà répondu dessus, mais c'était intéressant. Et puis, elle parlait donc de troubles de l'humeur, d'anxiété, le basculement en dépression. Donc, comme on l'a dit, comme on le répète, c'est vrai que en fonction de la sévérité, puis je pense que c'est de toute façon toujours bien de se tourner vers un professionnel de la santé, du moment qu'on est dans une phase où déjà on pense être dans une phase dépressive, dans un basculement, je pense que c'est important. Et puis en fonction de ce qui peut être proposé, je pense qu'il faut être raisonnable dans le sens où c'est vrai que, comme vous le disiez, c'est un chamboulement assez important. Olivier le disait aussi très bien, il y a des méthodes aussi pour pouvoir pallier. Je pense qu'aussi, comme il y avait un retour d'informations super intéressant d'autres personnes qui mentionnaient que apporter des changements, de mettre du sport dans sa vie, de changer ses habitudes alimentaires, peut-être aussi, ça peut être un début de piste. C'est un tout. Mais voilà, à savoir que Martine, voilà, s'il y a quoi que ce soit, il ne faut pas hésiter, à en parler et essayer de trouver des solutions. Et puis, s'il y a besoin, l'email facile, vous nous écrivez, Olivier peut prendre un peu de temps, vous pouvez venir en consultation ou voir Madame Piguet ou quelqu'un d'autre, et puis après voir et puis établir un protocole pour changer un peu tout ça. Souvent, on travaille en conjointement. Moi, c'est vrai que je travaille avec des thérapeutes, des psychiatres. Voilà, on travaille ensemble. Hein, on n'est pas du tout chacun dans son domaine. C'est comme je disais avant, on est un petit peu en collégialité, c'est-à-dire qu'on s'occupe de nos patientes avec plusieurs aspects. C'est ça qui fait la richesse aussi de chacune de nos disciplines, finalement. Mais c'est vrai qu'en cas de troubles sévères, anxieux, dépressifs, je pense que c'est quand même bien, évidemment, et le médecin nous dira d'aller consulter quand même un thérapeute spécialisé. Donc, ce qui est bien, il y a aussi encore un commentaire sur la substitution aux hormones et que la personne, elle aussi, maintenant revit. Donc, je pense que voilà, ça montre que pour certaines qui marquent aussi, hein, c'est vrai que je ne l'ai pas noté, mais qui marquent que ça a pas mal, ça les a énormément aidés. On voit que pour d'autres, ça a été différent. Donc là, je saute. Une personne aussi, une autre Nathalie qui faisait mention de l'acupuncture pour diminuer les bouffées de chaleur, fonctionne plutôt bien. Vous parliez de collaboration, de partenariat ou est-ce que c'est quelque chose des fois, Madame Piquet, vers qui vous tournez des fois certains patients, l'acupuncture pour ce qui peut être lié aux bouffées de chaleur? Alors moi, je suis fan de médecine chinoise. J'ai aussi découvert ça à travers ce voyage de la ménopause. Mais c'est vrai que je suis fan. Donc moi, je travaille avec une médecin chinoise, en fait, qui est ici à Puy, que j'aime beaucoup. Je ne donnerai pas son nom, mais elle est vraiment très chouette. Et voilà, elle fait des miracles. Alors, trop chouette. Ouais, bien sûr. Moi, je suis beaucoup dans les médecines chinoises. Et je pense que, de nouveau, c'est des médecines qui sont ancestrales et qui datent et qui datent et qui datent et qui sont assez merveilleuses pour, du point de vue énergétique, de remise en circuit d'une énergie générale. Ouais, vraiment bon. Nous, sur le sinus, et avec la maca, on a des résultats vraiment bluffants. On a aussi différentes qualités de maca. Mais moi, je dirais que 3/4 des femmes prennent une complémentation maca qui ont vraiment, soit vraiment l'arrêt complet des feux de chaleur, soit vraiment une belle diminution. Donc ça, c'est aussi une possibilité. De nouveau, en matière de micronutrition, mais aussi agir. Ouais. Mais moi, je suis de l'acupuncture, je crois aussi beaucoup. On a une question de la part de Héloïse qui ont fait la jonction.
c'est parfait, qui parle les compléments alimentaires, la nutrition spécifique, les super aliments. Monsieur Bourquin conseille-t-il que Monsieur Bourquin conseille-t-il pour les femmes en ménopause? Alors déjà, il y avait le cas de la maca. Est-ce que tu peux compléter, Olivier? Voilà, on peut passer une heure, donc ça va être un peu compliqué. Non, 2 minutes. Non, mais je pense que de nous, on a parlé de l'importance de l'hydratation et aussi l'importance de ne pas consommer certains types de produits, pas trop de caféine, pas trop d'alcool, ça c'est des choses fondamentales. Augmenter les apports en oméga 3, augmenter les apports en protéines, augmenter les apports en antioxydants, augmenter les apports en aliments qui sont riches en prébiotiques, donc je pense aussi à la lactofermentation, à des choses comme ça. Et puis nous, c'est un peu notre cheval de bataille, c'est quoi manger à quel moment. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que justement, si on mange trop de féculents à midi, on risque d'avoir un coup de barre. Déjà, si on est fatigué, ça va être un peu plus compliqué. Donc, ce que moi j'appelle la rythmonutrition plutôt que la chrononutrition, c'est aussi quelque chose qui est important. Ça, c'est aussi tout ce que je vais m'expliquer dans une consultation liée à la nutrition et la micronutrition. Et puis après, justement, regarder si la personne n'aime pas manger du poisson, alors on va prendre du krill, qui est riche en vitamine D, etc. Donc, il y a plein de possibilités. Puis après, c'est de monter un programme justement qui est personnalisé. Il y a toujours les conseils globaux, puis après, il y a les conseils personnalisés. Après, il y a Naline qui nous a laissé un commentaire. Elle, pareil, on revient sur le côté de la psyché, de burn-out qui ont suivi, un généraliste qui l'a orienté sur un psychiatre, prise d'antidépresseurs, et une gynécologue qui l'a réorienté donc sur une posologie avec la pilule contraceptive. Et elle, c'est vrai qu'elle aurait aimé, c'est vrai de son côté, avoir une prise en charge un peu plus holistique, un peu plus globale, avec une vision 360, peut-être dans un premier temps, peut-être très certainement intégrer certains changements. Donc ça montre que l'information reste, je pense, capitale et reste très importante. Donc voilà, donc merci Aline pour ton commentaire. On a Florence qui nous parle, nous dit: les douleurs le jour avant mes règles sont très fortes depuis plusieurs mois, 6 à 8 mois même. Jambes sciées. Est-ce un signe de préménopause? Je ne prends aucune contraception. C'est pas les premiers, c'est de la ménopause, comme j'ai dit, il y a au moins 300 symptômes. Donc ça peut l'être, mais c'est pas les premiers. Ça, c'est vraiment lié aux règles depuis toujours. Depuis chez les adolescentes, j'ai des adolescents qui consultent les douleurs de règles, c'est une des premières types de consultation. Donc je lirai pas ça à la même particulièrement, mais voilà, tout peut arriver, ça peut être parce que le bassin change, l'apport de sang change, l'utérus change, les saignements changent aussi en périménopause. Il y a beaucoup plus de saignements, des saignements beaucoup plus irréguliers. C'est très fréquent, ce soit des mélancolie fonctionnelle sans que ce soit lié à une pathologie sous-jacente. Donc, c'est pas les premiers symptômes, mais pourquoi pas. Ouais. Après, il faut faire un contrôle de sang. Il faut faire toujours un contrôle. Moi, je fais toujours un contrôle général. Ensuite, Marjorie. Je vais en prendre 2 encore parce que sinon, on va très longtemps. Il y en a, ouais. Donc, je vais en prendre encore 2. Et sans vouloir manquer de respect aux personnes qui ont pu poser toutes ces questions et qui ont été participants, et auquel cas on remercie énormément. Et s'il y a des questions, de toute façon, n'hésitez pas à poser, n'hésitez pas à nous les transmettre, et puis en fonction de notre domaine de compétences, on vous répondra avec grand plaisir. Donc c'était Marjorie pour la première des 2 dernières qu'on va choisir, qui dit: pour la sécheresse cutanée, mis à part bien boire, y a-t-il quelque chose, une supplémentation? Point d'interrogation. Merci. Moi, je dis souvent aux gens, tibia sec, cerveau sec, c'est vraiment des carences en oméga 3. Et là, si on fait des bilans sanguins avec le rapport oméga 3, oméga 6, on se rend compte que les gens, la plupart du temps, sont vraiment complètement carencés en oméga 3. Donc, là aussi, repartir sur les bonnes graisses. Il y a 3 familles d'oméga 3, mais repartir sur les bonnes huiles, repartir sur les poissons gras, repartir sur les aliments de ce type-là.
Et puis après, de nouveau, tout ce qui est lié aux antioxydants va aussi jouer un rôle. Hein. Tu le sais, moi je suis aussi fan du curcuma parce que c'est aussi un des fondateurs extraordinaires. C'est revoir un peu des aliments, ce qu'on pourrait appeler un peu de la superfood, et de le retrouver régulièrement dans son assiette. Est-ce que des gens, des fois, ne confondent pas sécheresse et des fois un peu élasticité de la peau? Et est-ce que, par exemple, le collagène rentrerait dans une complémentation qui permettrait de, voilà, de répondre à un besoin qui, à la base, Ouais, peut-être est erroné? Ouais. c'est bien purement dit là-dessus, parce que à partir d'un certain âge, on pourrait quasiment donner du collagène de qualité hydrolysé à tout le monde. C'est certain que ça aura un impact positif. Mais de nouveau, faire que de la complémentation, si à côté tu fais que de boire du café toute la journée, de l'alcool et du coca, ça va pas le faire. C'est toujours un ensemble de choses, mais absolument. Et le dernier, alors, on rebondit sur quelque chose. Je pense qu'on mettra comme ça, on bouclera la boucle sur le sujet. On avait parlé donc de la prise donc de cette hormonothérapie, de savoir quand on la commence, des risques, comme vous le disiez, après, du moins après, apparemment à partir de 10 ans, après le début de la ménopause. Apparemment, c'est une personne, Sandra, donc, qui nous écrit là, et apparemment, donc, elle, de son côté, peut-être qu'elle n'en a pas prise ou tardivement, donc je pense que c'est quelque chose qu'elle regrette. Toutefois, si ça a dépassé le stade, parce qu'apparemment, ce n'est pas recommandé par son gynécologue du fait d'avoir des risques apparemment cardiaques, est-ce que quand même elle doit ou non insister? Après, je pense qu'on a tout de suite la réponse, mais je pense qu'elle a besoin d'être rassurée sur ce point-là. Ah bon, moi, je trouve que c'est toujours difficile de donner un avis sans connaître vraiment tout l'historique de personne, de chacun. Moi, ce que je pense qui est très important, c'est qu'elle en discute avec son médecin et puis surtout aussi que les deux sont cardiologues, parce que je pense qu'elle a un cardiologue peut-être. Moi, quand il y a des risques cardiovasculaires, je fais un bilan chez un cardiologue. Et comme ça, on est les deux à réfléchir sur le cas et à se dire, voilà, oui, non, est-ce qu'il y a des taux de risque, bénéfices ou autres? Parce que c'est vrai que il faut peser les choses, quoi. Donc moi, des fois seule, j'arrive pas ou j'ai pas envie de prendre cette responsabilité. Donc je m'aide de spécialistes qui sont là-dedans et on discute ensemble et on en parle avec la dame. Et je dis toujours que c'est la dame qui doit quand même être éclairée de la situation et des risques, prendre la décision finale. Ouais. Donc je peux pas répondre personnellement à cette patiente malheureusement, mais je pense qu'il faut qu'elle en discute avec tout thérapeute doit être ouvert à partager ces attitudes. Hein. Super. Alors, écoutez, déjà pour finir, Evelyne, Carole, Christine, même Didier, merci à vous. Et puis, merci à ceux aussi qui nous partagent. Voilà, certains nous disent des grands fans des livres d'Olivier, mis en pratique les conseils. L'onagre, super traitement naturel incroyable pour les bouffées de chaleur, selon Carole, etc. Donc, vraiment, je remercie vraiment tout le monde qui a participé, qui a pu poser des questions. Aussi, c'est important parce que toutes ces questions qui vont pu être amenées et ont été partagées ont pu répondre très certainement à des interrogations que les personnes elles-mêmes ne se sont pas forcément posées ou auraient pu être amenées à poser. Et comme ça, ça permet de vraiment compléter le sujet. Donc, on ne va pas en rester là avec le sujet sur la ménopause, préménopause, ménopause. Sachez que de toute façon, demain, vous recevrez le lien pour le replay pour pouvoir revenir dessus et puis pouvoir tranquillement et avec le temps, et si vous souhaitez aussi le partager et en discuter. Vous le retrouverez, on l'enverra à travers donc les emails d'inscription à ce webinaire et on vous fera parvenir aussi par la suite d'autres informations. Sachez qu'aussi on mettra toute une newsletter détaillée qui reviendra en détail sur le sujet, sur aussi ce qui peut être proposé et conseillé dans le cadre de la nutrition, les packages qui s'y adaptent et aussi pour celles et ceux qui sont intéressés
à suivre peut-être l'aventure avec la Dr Espiguet, on aura un blog qui sera dédié à son domaine, à sa pratique, et dans lequel vous retrouverez ses coordonnées si vous souhaitez la contacter directement. Si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas. C'est vrai que c'est un sujet je vais être honnête avec vous, on a cassé le compteur. On a des blocages, des gens qui nous ont écrit en disant on a atteint la limite, on ne peut plus se connecter, il faut que vous nous envoyiez le replay. Donc, c'est vraiment quelque chose apparemment qui est très, très intéressant. Et ce que j'en retiens énormément du sondage, c'est tout le message autour de la prévention. Donc, je pense qu'on va très certainement autour du blog BN Nutrition traiter le sujet vraiment à part avec une catégorie qui lui sera dédiée, puis revenir point après point. On ira chercher, faire valider des éléments pour pouvoir apporter un maximum de réponses aux gens. Alors, bien évidemment, avec bienveillance et toujours en prenant, on va dire, la distance nécessaire quant au cas, on va dire, pouvant nécessiter vraiment l'avis d'un expert. Ça, c'est très important et on tient toujours à le remettre sur la table. Et s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter la Dr Espiguet. On se fera un plaisir de vous répondre. Donc, de ma part déjà, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie beaucoup pour votre participation et je vais vous saluer, puis je vais laisser la parole pour finir à Madame Piguet et à Olivier. Oui, je vous laisse. J'espère que juste que vous avez pu avoir quelques réponses à ces questions. Et puis j'espère juste que on se dise, youpi, on est parti pour une nuit meilleure, différente. Mais c'est pas la fin du monde et on a encore une belle tranche de vie. En tout cas, moi, c'est ce que je me dis. On a encore une belle tranche de vie à vivre avec plein de bonnes personnes et en bonne compagnie. Voilà. Moi, je pense que le message, merci Pauline, doit être positif et on dit toujours qu'on peut toujours améliorer les fonctions. Et puis, si on peut limiter la médication, oui, parfois non. Et il faut se poser les bonnes questions. Puis une chose qui ressort, Pauline, que j'aime bien aussi dans notre message, c'est que finalement, c'est à la femme de prendre aussi des décisions. C'est de pas juste piloter, c'est d'amener de l'éducation, de l'information. Et après, c'est vrai qu'il faut faire certains types de choix. Des fois, on peut pas toujours trouver la bonne complémentation, la bonne éducation. Et ça peut prendre un peu de temps, mais tout peut s'améliorer toujours. Ça, je pense que ça s'améliore avec une vision holistique, une vision vraiment globale, 360 degrés. Et c'est pas non plus magique. C'est ce que les gens, des fois, ont à peine aussi peut-être à comprendre. C'est que ça demande de la récurrence. Le yoga, une fois que vous en faites, vous n'êtes pas super souple, et puis à force d'en faire, vous améliorez. Et c'est un peu pour tout la même chose. C'est le partage. Moi, je pense qu'il y a une chose aussi qui est très importante, c'est le partage. Partager ses soucis, ses angoisses avec d'autres personnes qui ont vécu ça, et comme un peu des espèces de leaders pour faire venir que les gens voient que c'est possible. Et de partager, je pense que ça soulage énormément, en fait. Parce qu'on se dit, on est juste normal, et on passe une période un peu difficile, mais c'est pas la fin du monde. Non, pas du tout. Merci beaucoup. Merci. Et puis on se réjouit de cette nouvelle collaboration. Absolument. Merci. Et bonne soirée à tout le monde. Merci Arnaud. Merci. D'avoir été là. Et puis à Merci à tous. Au plaisir. Merci. Bye bye. Bye bye. Au revoir. C'est qui ces petites news?